bienvenue à toutes et à tous, bienvenue au Monde Festival. C'est la 6e édition de ce festival du journal Le Monde. Je suis Michel Guérin, je suis rédacteur en chef au journal et je suis donc ravi de vous accueillir pour le dernier débat proprement dit de la journée au Bouffe du Nord. Il y a d'autres débats à l'Opéra Bastille. Ça continue encore toute la journée de demain. Et puis il y a aussi cette nuit, ce soir, de 22h à 5h du matin, ici. On fait une nuit du festival qui s'annonce, je crois, prometteuse, avec un mélange de débats, de spectacles, de lecture de textes, enfin, et pas mal de surprises, avec une 50aine d'invités qui vont se succéder toute la nuit. Voilà. Et donc, pour finir, avec mes 4 invités, nous allons débattre d'un sujet qui, j'ai envie de dire, soulève les passions un petit peu quand même, hein, que c'est au croisement de ce qu'on appelle le blackface, le décolonialisme et l'appropriation culturelle. Sachez qu'en fin de débat, je laisserai bien 25 minutes, vous pourrez poser vos questions à chacun des invités. Et aussi, à la suite de ce débat, à côté, vous avez un espace de signature de livres, parce que la plupart de nos invités viennent de publier des livres qui pourront dédicacer si vous le souhaitez. Et puis il y a un bar à côté où on pourra aussi prolonger un peu le débat ensemble. Je vous présente mes invités. Tout au bout, à l'extrême, voilà, Mame Fatou Niang. Vous êtes spécialiste de la question noire et de la diaspora noire en France. Vous enseignez à la Carnegie Mellon University à Pittsburgh, aux États-Unis. En 2015, vous avez co-réalisé le film documentaire Marianne Noire, mosaïque afro-péenne sur le parcours de 7 jeunes afro-françaises. Dans le journal L'Obs du 4 avril dernier, vous avez dénoncé avec Julien Suodo le caractère insultant pour la communauté noire d'un tableau d'Hervé Di Rosa qui est accroché sur les murs de l'Assemblée nationale. Et vous allez publier en novembre, en France, le livre « Identité française » au pluriel, aux éditions Bril. Isabelle Barberis, à côté, vous êtes maître de conférences en art du spectacle à l'université Paris Diderot et vous êtes aussi chercheuse associée au CNRS. Presque, non plus, bien. D'accord. Vous avez dénoncé à plusieurs reprises les menaces qui ont pu peser contre des artistes accusés d'appropriation culturelle et contre la montée en puissance de l'approche décoloniale dans l'université. Vous avez publié en 2019 un livre qui s'appelle « L'art du politiquement correct » aux éditions PUF, un essai dans lequel vous décryptez la façon dont la question raciale est, selon vous, essentialisée dans le débat. Et aussi comment un art des bons sentiments a gagné le monde de la création, notamment en France, y compris dans les institutions publiques. Laurent Dubreuil, à côté, vous êtes critique littéraire, philosophe et écrivain. Vous êtes professeur de littérature comparée et de sciences cognitives à la Cornell University, dans l'État de New York, aux États-Unis. Vous êtes l'auteur d'une douzaine d'ouvrages. Je vais citer L'Empire du langage, aux éditions Hermann, en 2008, où vous abordez la question coloniale. Dans le dernier livre, La dictature des identités, chez Gallimard, en 2019, vous dénoncez ce que vous appelez l'assignation en résidence identitaire, qui, selon vous, incite chacun à se définir selon, prenons plusieurs exemples, sa couleur de peau, son sexe, sa religion ou son orientation sexuelle. Cette posture, selon vous, dominante en Amérique, gagnerait du terrain en France. Enfin, dernier invité, juste à ma gauche, Norman Ajari, vous êtes philosophe, enseignant à Villanova University, à Philadelphie, aux États-Unis. Vous avez publié en 2019 « La dignité ou la mort, éthique et politique de la race » aux éditions La Découverte. Dans ce livre, vous faites une analyse critique de la tradition philosophique européenne qui reste à décoloniser, selon vous. Vous explorez aussi la tension entre la question noire, l'esclavage, le colonialisme, mais sous l'angle de la dignité. Dans un monde occidental qui, selon vous, impose un apartheid global, je vous cite, aux minorités, comment envisagez-vous le concept d'appropriation culturelle? Vous nous le direz lors de ce débat. Ce débat autour du blackface et de l'appropriation culturelle, ou voire le décolonialisme, s'appuie sur de nombreux exemples et polémiques qui émaillent la vie de la culture ou de l'université. Pour aller un peu vite et pour voir un peu le débat, d'un côté, il y aurait les universalistes qui estiment que les valeurs occidentales des Lumières protègent la liberté de création de l'artiste.
y compris quand cet artiste s'empare d'une culture qui n'est pas la sienne. Ces universalistes dénoncent aussi une pensée décoloniale à l'université, qu'ils jugent trop militante et réductrice. Et de l'autre côté, il y a des communautés, notamment noires, qui estiment que l'universalisme cache une forme d'oppression, et oppression de l'homme blanc colonial et occidental. Pour ces derniers, l'université évacue trop souvent la pensée minoritaire. Et enfin, pour ces derniers aussi, des artistes s'approprient des histoires venant d'autres cultures sans légitimité pour le faire. Voilà, alors pour qu'on voit bien de quoi on va parler, je vous propose d'abord de voir une dizaine d'exemples très récents qui sont entrés dans le débat. Ce sont des exemples visuels, hein, et comme ça, on va pouvoir ensuite, avec nos invités, voir quel est un peu leur avis sur toutes ces questions. Si on peut lancer la projection, merci. Je vous donne très vite les faits pour comprendre. Cette première image, c'est Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, que vous voyez dans l'image. Il avait 20 ans, il allait dans des fêtes privées, le visage grimé en brownface ou blackface, comme on dit, notamment en personnage d'Aladin aussi. C'est sorti en septembre dernier dans la presse, alors que M. Trudeau est candidat à sa succession. Ce dernier s'est excusé pour une pratique qu'il a reconnue comme étant offensante et raciste. Image suivante. Là, je vous montre, entre guillemets, s'appelle Le Sauvage, c'est son nom. C'est un personnage qui défile chaque fin août lors d'un carnaval en Belgique, à Ath, ATH. On voit un homme blanc grimé en noir et portant des chaînes. Des associations ont dénoncé cette pratique alors que la procession est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2008. Image suivante. C'est la Nuit des Noirs. La Nuit des Noirs est un bal privé organisé chaque année en février dans le cadre du carnaval de Dunkerque. 2 associations noires en ont demandé l'interdiction. Le juge a reconnu que cette soirée est de nature à choquer, mais qu'il n'y a pas lieu de l'interdire dès lors qu'elle s'inscrit dans le contexte burlesque général des festivités et qu'il n'y a pas d'infraction à caractère racial. Autre exemple, la pièce de théâtre Les Suppliantes d'Eschyle a fait beaucoup parler d'elle en mars dernier. Elle devait être donnée à la Sorbonne et elle a été empêchée par des étudiants et associations au motif que des acteurs portaient des masques sombres. Ce serait une référence à la pratique raciste du blackface. La pièce a finalement été donnée en mai dernier, donc quelques semaines plus tard, toujours à la Sorbonne, avec le soutien du gouvernement français. Suivante, là vous voyez, c'est autre chose, une enseigne publicitaire qui s'appelle Au Nègre Joyeux. Elle se trouvait au-dessus d'une épicerie à Paris depuis la fin du XIXe siècle. Elle a été restaurée, mais elle ne rejoindra pas son lieu d'origine. La ville de Paris trouve cette enseigne raciste et a décidé en mars dernier qu'elle sera conservée au musée Carnavalet, un musée de la ville de Paris. Ensuite, un tableau qui a été accroché à l'Assemblée nationale. Il y toujours à l'Assemblée nationale. C'est l'artiste Hervé Di Rosa qui en est l'auteur. Hervé Di Rosa, pardon ? C'est pas le bon tableau ? Ça y ressemble un peu ou pas ? Du tout. Alors je suis un peu désolé, je suis me trompé de tableau. En tout cas, sachez qu'il y a un problème avec un tableau à l'Assemblée nationale. Oui, c'est Mam qui en plus a signé le texte, donc elle peut mieux nous en parler. Enfin, on en reparlera après quand même de ce tableau. C'est un autre tableau donc, qui évoquerait, je termine quand même sur ça, la première abolition de l'esclavage en 1794. Et donc, selon vous, c'est une vision humiliante et déshumanisante des Noirs. Et bon, vous parlerez de ce tableau. Je suis désolé, hein, Mam, d'avoir fait cette erreur. Alors là, on est passé à autre chose. Ce tableau, il a été créé par l'artiste américaine Dana Schutz. Il évoque Emmett Till. Emmett Till est un garçon noir de 14 ans qui a été tué en 1955 par des Blancs du Mississippi. Ce tableau a été exposé en mars dernier au Whitney Museum de New York. Des artistes ont demandé sa destruction au motif qu'il est inacceptable qu'un blanc, c'est-à-dire qu'un artiste blanc, transforme la souffrance noire en profit et en spectacle. Ce qui n'a pas été le cas, le tableau est resté. Et ce tableau est à rapprocher de celui-ci, un autre, puisqu'il a été exposé au même moment, au même endroit, toujours au Whitney. Mais ça, ce tableau, il a été fait par l'artiste américain Henry Taylor. Et il évoque le meurtre d'un jeune noir en 2016 par un policier du Minnesota. Donc c'est une affaire beaucoup plus récente. Il était exposé au même moment, donc, comme je vous ai dit,
mais celui-ci n'a pas été contesté au motif que le peintre est afro-américain. Un autre exemple, et on va arriver au bout, alors ça c'est une fresque consacrée à la vie de George Washington, le premier président des États-Unis, qui orne depuis 1936 les murs d'un lycée à San Francisco. Cette fresque a été peinte par Viktor Arnotov, un artiste russo-américain communiste qui entendait dénoncer le racisme subi par les peuples autochtones. On voit Washington, là, devant le cadavre d'un Amérindien, je crois en tout cas, et c'est fait partie de la fresque, mais aussi avec ses propres esclaves noirs. Cette fresque étant jugée choquante et dégradante par des élèves et des professeurs noirs et amérindiens, le rectorat de San Francisco a décidé en juin de la détruire. Elle sera finalement conservée, mais cachée derrière de nouvelles fresques qui restent à faire, mais cette fois sur le thème de l'héroïsme des personnes racisées en Amérique. Et enfin, dernier exemple que je vais vous montrer, voilà, c'est le spectacle Kanata. Kanata est un spectacle du Québécois Robert Lepage, qui a été annulé en 2018 au Canada à la suite d'une polémique sur le fait que le metteur en scène, donc Robert Lepage, n'avait pas associé la communauté amérindienne à une pièce qui évoque l'histoire de son pays. La pièce a finalement été donnée, mais en partie, à la cartoucherie de Vincennes, derrière Mnouchkine, en décembre dernier. Voilà, je vous ai montré tous ces exemples pour vous dire que j'aurais pu en prendre 20 autres, que très régulièrement dans l'actualité, même récente, il y a des cas qui se posent qui provoquent des conflits, des débats. Parfois c'est assez rude, parfois moins. Enfin bon, voilà, vous avez plusieurs exemples. Et ce que je voulais, avant d'entrer plutôt, parce que je pensais important de s'appuyer sur des exemples, et avant de voir plus précisément l'avis de chacun sur les différents cas qu'on a pu voir, j'ai envie de faire un petit tour de table pour chacun. On va peut-être commencer avec vous, Norman. C'est cette projection, quel sentiment ça vous évoque? Quels commentaires vous en faites? Je vous demande à chacun, là, parce qu'après on va aller plus dans les détails, d'être rapide, quoi, vraiment de donner un jugement assez, enfin en tout cas un commentaire plutôt assez rapide. Merci. Bon, je vais faire vite, mais je ne vais pas, si vous me le permettez, pas exactement donner un commentaire de ceci, mais plus exactement essayer de donner des éléments d'interprétation. Selon moi, on pose ici la question raciale. Cette question raciale n'est pas fondamentalement une question de représentation, une question d'image, une question d'identité, une question de visibilité. C'est d'abord une question de vie ou de mort. C'est-à-dire, il y a des études qui le prouvent. Il y a par exemple une étude en 2019 qui a été réalisée dans le cadre de l'INED et de UPenn, l'Université de Pennsylvanie, université tout à fait respectable, qui montre que les descendants d'immigrés nord-africains de deuxième génération les descendants hommes nord-africains adultes de deuxième génération ont 1,7 fois plus de chances de mourir prématurément que la population de référence. 1,7 fois plus de chances de mourir prématurément, c'est-à-dire de mourir avant l'âge de 65 ans. C'est une réalité empirique. On pourrait la corrélée à d'autres réalités empiriques. Et j'ajoute que même si on pondère par rapport à la classe, ils ont fait une analyse sur la question de la classe, de la classe sociale et du niveau d'études, ça ne change rien. On a également les mêmes résultats à partir du moment où on compare à d'autres populations migrantes d'Europe du Nord, d'Europe du Sud. Je ne développe pas. Il est attesté que la condition raciale, il faut bien l'appeler ainsi dans ce cas présent, en l'espèce nord-africaine. On n'a pas encore d'autres échantillons, d'autres études sur d'autres groupes démographiques, mais il est certain, il est attesté que cette population des hommes arabes, pour utiliser cette expression consacrée, sont victimes d'une surmortalité qui peut s'expliquer par énormément de facteurs. Je corrèle ça au fait, une autre étude, ce sera la dernière que je vais citer, du Défenseur des droits de 2017, qui dit que les hommes noirs et arabes ont 20 fois plus de chances de subir un contrôle d'identité, un contrôle au faciès que la population de référence. 20 fois plus de chances. Donc, ce que j'en conclus, c'est que la condition raciale en France, ce n'est pas une question d'identité, ce n'est pas une question de visibilité, c'est d'abord une question de vie ou de mort, de surexposition à la mort prématurée et de surexposition à la violence de l'État. Et dans ces circonstances-là, ces images, chacune de ces images m'intéresse
quant à questionner, quant à savoir si elle contribue à atténuer ou si elle contribue à augmenter cette fracture et cette violence, ou si elle contribue à la naturaliser, si elle contribue à la normaliser, si elle contribue à délégitimer les victimes de ces violences structurelles, fondamentales, terrifiantes, dont nous sommes les témoins. Merci. On va faire dans le même ordre. Vous pouvez passer juste le micro à merci. Laurent Dubreuil. Moi, ce que je dirais en voyant ces documents et en vous entendant au début, Michel, c'est d'abord que je voudrais contribuer à la dissipation d'impressions binaires. À savoir, il n'est pas exactement en cause de voir si nous sommes face à un conflit entre universalisme d'un côté et minorité de l'autre. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, heureusement. Je crois aussi qu'il faudrait se garder de donner l'impression que ces phénomènes, qui ne sont pas uniques, relèvent tous de ce qu'on pourrait appeler une guerre des races. Voilà. Alors, les exemples sont très disparates, malgré une forme d'apparence commune. On a des questions très, très diverses à l'œuvre. On a plein de problèmes qui sont transcrits graphiquement, qui relèvent de l'ordre du pouvoir colonial ou de la discrimination raciale, du racisme, etc. Et puis d'autres choses dont on va parler au cas par cas. Le point commun le plus fort, pour moi, entre toutes ces différentes situations dont j'insiste, ne nécessitent pas la même explication, c'est l'articulation avec une politique des identités au niveau beaucoup plus général. Et cette nouvelle politique des identités que j'appelle 2.0, c'est-à-dire qui a besoin comme aliment et comme élément de la parole électronique qui est elle-même un phénomène globalisé. De ce point de vue-là, au nom des identités, on peut retrouver, et de la défense des identités heurtées, on peut retrouver des accusations assez comparables à celles que vous avez données, qui sont au-delà de la race, si on peut dire, par exemple sur les questions de genre, sur les questions d'orientation sexuelle, etc., ou à l'intérieur de la race, si on veut utiliser ce terme, et on aura l'occasion de revenir sur des conflits qui sont beaucoup plus, qui ne sont pas juste de cette binarité-là. Isabelle Barberis. Vous avez 2 micros aussi, hein, profitez-en. Oui, pardon, je vais... Il fonctionne, oui. Alors, je voudrais commencer par avoir une pensée quand même, une pensée pour Peter Brook, qui en 1985, dans le Mahabharata, déjà se faisait accuser d'appropriation culturelle. Juste Peter Brook, qui a été quand même un des grands fondateurs de ce lieu, voilà, ici, au Théâtre des Bouffes du Nord. Maurice Bénichou interprétait le rôle de Krishna aux côtés d'une troupe cosmopolite. Mais je pourrais aussi avoir une pensée pour Louis de Funès, qui passait trop près d'un pot d'échappement, ou pour Coluche dans le Schmilblick en 1976, ou plus récemment pour Jim Jarmusch, qui dans son dernier film de zombies n'a pas consulté la communauté haïtienne. Je voudrais simplement, pour moi, il y a quelque chose dans ce débat qui me gêne, c'est qu'il est d'emblée racialisé. À mon sens, il s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large d'attaque contre les représentations. Et l'on pourrait convoquer celles qui ont essayé de porter atteinte et parfois qui sont parvenues aux œuvres de Balthus, d'Egon Schiele, ou bien encore de Waterhouse, ou bien même parler de la rétrospective Polanski. Et à mon sens, séparer déjà la question raciale de ces autres attaques, c'est l'essentialiser, et ça me pose un problème éthique. Je pense que c'est foncièrement, contrairement à ce qui a été dit un peu avant moi, c'est foncièrement une question de représentation, puisque le postcolonialisme, quand même tel qu'il a été défini par Édouard Saïd, postule que la colonisation se poursuivrait, non pas de manière institutionnelle, mais en grande partie dans les représentations. Donc aujourd'hui, il me semble logique que dans ce contexte-là, ce soit les représentations qui soient attaquées. Je n'ai absolument pas une approche, pour ma part, je ne vois pas de continuum dans ces différents exemples, mais je vois tout de même
un contexte global que j'aimerais rappeler, qui est celui de la législation française depuis les années 80, qui a contribué à mettre en place ce concept d'offense dans les textes de loi, et ainsi que l'a rappelé par exemple Ruyen Ogienne ou plus récemment Carole Talon-Hugon, ce concept d'offense est inquantifiable et extensible à l'infini. Donc quelles sont les limites au procès que l'on peut faire aux représentations et jusqu'à quel point peut-on privatiser les représentations? Imam? Merci beaucoup. Alors moi j'avais aussi deux petites remarques par rapport à votre présentation avant de parler très vite des images. C'est par rapport au libellé de notre panel et à cette présentation donc lorsque vous parlez de ces communautés dites minoritaires ou noires, parce qu'on parle ici expressément de la communauté noire, qui exercerait une sorte de dictature de la pensée, et qui menacerait des valeurs républicaines, dont la liberté d'expression. Et je trouve que d'avoir cette lecture par cette lunette idéologique est extrêmement grave, parce qu'elle met de côté les circulations systémiques de domination, les rapports de pouvoir qui sont à l'œuvre dans notre société. Et la deuxième remarque qui rejoint Isabelle, on commence bien, on est d'accord, je ne pensais pas que ça pouvait être possible, mais bon. Et lorsque vous présentez le tableau d'Irosa en disant que ce tableau est une insulte pour les Noirs de France, ce tableau est une insulte pour la France. De la même manière que le sauvage date ne peut absolument pas être la contribution de la Belgique au patrimoine de l'humanité, la fresque de Dirosa ne peut pas être la contribution de la France dans le débat ou dans la représentation de l'esclavage et de ses suites. Donc cette manière de racialiser le débat, c'est aussi une manière d'éviter de voir que cette question concerne une communauté, mais c'est la communauté nationale. Et finalement, pour ces images sont les héritages d'une rencontre violente entre l'Occident et l'autre. Elles disent une prise en charge du corps noir par le monde occidental. Leur pérennité interroge. Elles sont violentes, mais moi, ce que je trouverais intéressant aujourd'hui par rapport à ce débat, c'est qu'on puisse s'interroger sur la manière dont l'Europe et la France a du mal à s'approprier ces images. On a vu beaucoup d'images et très très peu de la France. Il faut savoir que ces pratiques, mon travail est plus particulièrement sur le blackface, n'est pas hérité des États-Unis dans la manière dont je l'analyse, et qu'il faut les ancrer sur le territoire national. Et on le sait, l'un des éléments les plus importants dans la construction de l'identité française a été la langue française, donc les sermons de Villers-Cotterêts, etc. Et donc à cet effet, pour ce débat, moi je parlerai de barbouillage, donc franciser la pratique et non pas de blackface. Merci. D'accord. Vous avez peu parlé en fait des images, mais je le comprends. On va le faire maintenant. C'est le but. On démarre avec ce que j'appelle, j'espère que je ne me trompe pas, une pratique festive du blackface, que ça soit en cercle fermé. Excusez-moi pour les termes, hein, je sais pour que ça soit un peu commun. Que ça soit de manière dans une fête privée, comme on le voit avec Justin Trudeau, ou comme on le voit dans un carnaval qui attire des milliers de gens. Que vous inspire cette pratique festive, Norman? Bon. Je pense que, tout d'abord, que cette pratique soit festive ou qu'elle se déroule dans un autre contexte, qui est le contexte d'un spectacle, etc., tout ceci, en réalité, procède toujours conceptuellement. Voilà, ma formation est philosophique, donc j'essaye d'aller au concept pour comprendre les choses, de fabriquer un concept qui essaie de nous aider à comprendre les événements dont on parle en n'utilisant pas trop de mots. Et ce que je constate, c'est que toujours, ce blackface, de quoi il s'agit en réalité? Il s'agit d'une forme de délire racial, de désir, pardon, de délire peut-être aussi, mais de désir fondamentalement, de désir racial. Forme de désir, on désire quelque chose. Et ce qu'on désire, c'est s'approprier une partie, ou en tout cas faire sien, pas s'approprier au sens d'en priver quelqu'un, mais disons en tout cas de faire sien une partie du corps nègre. D'abord sa couleur. Après, on peut y ajouter certaines caractéristiques qui vont en être des caractéristiques souvent exagérées et sauvages. Bon, peu de noirs que j'ai vus ressemblaient à ça. Cet anneau dans le nez, ce sont des espèces d'éléments
qui participe de l'imaginaire qu'on y a ajouté, des chaînes, un anneau dans le nez, une espèce de brutalité. D'ailleurs, à propos de ce sauvage date, je voudrais tout de même saluer le travail de l'organisation qui a mis cette question sur le devant de la scène, qui sont les Bruxelles Panthères. J'ai eu la chance, j'étais à Bruxelles à ce moment-là, de discuter un petit peu avec eux de cette question et d'assister à une petite partie des discussions qui ont mené à leur campagne remarquable sur cette question, parce que c'est remonté jusqu'à l'UNESCO et que l'UNESCO, vous ne l'avez pas dit, ça mérite d'être dit, l'UNESCO s'est prononcé contre ce moment de sortie du sauvage qui n'est qu'un petit moment en réalité de ce qui est validé par l'UNESCO, c'est-à-dire tout un ensemble de pratiques festives, carnavalesques qui recouvrent la Belgique et aussi le nord de la France. Donc ce sauvage n'a pas été remarqué par les autorités de l'UNESCO et les autorités de l'UNESCO ont condamné cette partie des festivités comme étant odieuse. Donc je salue le travail de Nordine Saidi, de Mourad Reguif et des autres des Bruxelles Panthères. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une forme de désir racial qui tente de s'approprier certaines parties du corps noir, de les faire siennes, et en même temps, tout en tenant, c'est ça la particularité, tout en tenant à distance les Noirs eux-mêmes. On veut bien la race, mais on ne veut pas des Noirs. Et toutes les versions du blackface, c'est ça. On veut de la race. On veut faire de la race, on veut fabriquer de la race, mais sans noir. Ça, c'est une caractéristique bien spécifique. Et que ce soit ces pratiques festives, dans ces pratiques festives, on a ça, disons, à plein. Et le problème, c'est que la manière dont on fabrique de la race dans ce cadre-là, c'est une manière qui recourt à des oripeaux qui n'ont rien à voir avec les noirs empiriques, qui n'ont rien à voir avec les noirs réellement existants, et qui, disons, construisent une espèce de chaîne d'équivalence entre le noir, la chaîne de l'esclave, l'anneau dans le nez, des oripeaux grotesques, etc. Et on s'en amuse. C'est censé déclencher l'hilarité, l'amusement, etc. Mais enfin, il faut soumettre cette affaire à l'examen. Se demander ce qui nous fait rire, ce qui déclenche notre hilarité lorsqu'on regarde ce genre de choses, et pourquoi est-ce qu'on veut absolument que ce soit conservé dans certains folklores, comme ça a été le cas brutalement, violemment, et avec une véhémence considérable, y compris chez les autorités. Le Parti socialiste belge qui a fait silence, certaines autorités locales qui se sont montrées particulièrement attachées, qui ont affirmé leur attachement à ces pratiques-là. Pourquoi cet attachement ? C'est ça la question que j'aimerais poser. Moi, je suis d'accord avec une partie de ce qu'a dit Norman, au moins sur le désir de captation qui très souvent, et dans la plupart de ces exemples-là, est manifesté. Moi, je dirais plutôt captation qu'appropriation, mais un désir de captation qui ne va pas être un désir, sans violence, c'est évident. La difficulté qu'on a vis-à-vis de cette même logique pour citer juste Norman, quand il disait toutes les versions du blackface, c'est ça. Et bien sûr, moi aussi je suis de formation philosophique, je comprends l'importance d'avoir un paradigme ou un concept, mais il arrive que quelque chose bouge. Si je pense par exemple dans les festivités de Mardi Gras dans la Nouvelle-Orléans, il y a la parade des Zoulous. La parade des Zoulous, ce sont, pour autant qu'on puisse savoir, l'essentiel du Mardi Gras dont je vais parler, c'est le Mardi Gras des Afro-Américains de la Nouvelle-Orléans. La parade des Zoulous, ce sont des Noirs, semble-t-il quelquefois des Blancs, mais en très petit nombre, depuis au moins 1909, qui paradent en blackface. Et j'aime bien l'idée de barbouillage, mais qui paradent en barbouillé. C'est-à-dire vraiment en blackface, dans le sens où ils noircissent avec du maquillage leur peau, mais aussi la blanchissent partiellement. C'est-à-dire c'est une parodie du blackface ici, si on veut. Même si la question du sens est compliquée, puisque des Blancs ont été invités depuis 1909, à très petit nombre, à défiler ici. Et donc, autant je m'accorde au fait de voir dans beaucoup des cas, qui sont peut-être même presque tous les cas de barbouillage que vous nous avez montrés, une sorte de désir de captation violent qui s'inscrit dans une situation, on va dire, coloniale, et donc forcément raciale de ce point de vue-là. Autant je saisis que l'application d'un seul schème d'explication risque d'aboutir à des problèmes. Or,
le carnaval de la Nouvelle-Orléans. La parade des Zoulous l'an dernier a été contestée au nom d'un racisme qui serait porté par des Noirs, alors même que c'est une situation parodique, par certaines associations aux États-Unis. De même, en plus de la parade des Zoulous, vous avez, ce qui est très important dans ce même carnaval, Mardi Gras, vous avez les Indiens, c'est-à-dire une représentation des Indiens qui est totalement folklorisante, avec, depuis quelques années, qui est faite par les Noirs, hein, qui est, pour ceux qui ont vu la série télévisée Trémé, peut-être que vous connaissez la situation. Et face à ces Indiens, des communautés amérindiennes, qu'on dirait autochtones en français québécois, ont récemment demandé la fin de ce genre de festivités au nom aussi d'une autre captation. Et en faisant cela, que fait-on? On amoindrit une culture noire américaine. Isabelle? Oui, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, je vais me positionner de manière légèrement décalée par rapport au carnaval. Moi, ce qui m'intéresse dans le cas du carnaval, aussi voilà, de mon point de vue, de spécialiste d'art du spectacle, c'est que le carnaval, c'est une pratique populaire. Et c'est une pratique minoritaire, puisqu'il est ici question de minorité. C'est une pratique minoritaire et populaire. Je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais c'est une pratique minoritaire comme les celles de Philippe Brunet. C'est une pratique minoritaire aussi comme les celles d'Ariane Nouchkine, dont l'art n'est absolument plus représentatif de l'académisme culturel. Je vais dire quelques mots du carnaval, mais juste, à mon sens, ces polémiques ont une fonction. Et cette première fonction, c'est d'inverser notre perception du réel, c'est-à-dire de nous inciter à penser qu'effectivement, nous vivrions dans un racisme systémique, alors je m'intéresse plus particulièrement au contexte français et européen. On voit bien que les critiques se portent, et je mettrai Di-Rosa à part, j'aurai des choses spécifiques à dire sur le cas Di-Rosa, se portent sur des formes d'expression minoritaires et populaires. L'art populaire, ça a quand même été quelque chose de fortement défendu par Ariane Nouchkine, aussi par Peter Brook. Qu'est-ce que c'est qu'un carnaval? Un carnaval, effectivement, Norman en a parlé, il y a l'expression d'une violence et de stéréotypes violents. Et si je reprends les principes bakhtiniens, c'est aussi une inversion du réel. D'accord? Ça a aussi une fonction de régulation des imaginaires. Cette fonction de régulation des imaginaires, elle passe par des pratiques qui sont encadrées par la population locale. Que serait une société où toute forme d'expression serait lissée et imaginons un carnaval qui serait une sorte de procession de bons sentiments. Eh bien, cela voudrait dire, et je pense que nous nous acheminons vers cette société-là, que la violence qui s'exprime, qui a un côté effectivement de cannibalisme symbolique, qui s'exprime dans ces manifestations populaires en train de disparaître, c'est-à-dire on s'acharne contre des choses, Nouchkine, Brunet, etc., qui sont en train de disparaître. Ça voudrait dire en fait que la violence se reporte au premier degré, qu'elle est parmi nous. Voilà. Petite remarque au sujet de la structure du carnaval, et je ne suis absolument pas d'accord avec cet élément de langage du barbouillage. Le barbouillage, j'ai un petit peu visité l'histoire de ce terme. D'abord désigne dans la culture théâtrale l'enfariné, l'homme du peuple. Effectivement, il y a une forme de classification et de hiérarchie sociale que cela exprime. Mais bon, à ma connaissance, dans la jalousie du barbouillé, on ne peut pas racialiser, en tout cas, la jalousie du barbouillé. Et après une recherche sur les occurrences, je n'ai rien vu de si structurant qu'on voudrait essayer de signifier qu'il y a une forme de blackface français qui serait le barbouillage. Okay. Mam, sur le blackface. Alors le mot barbouillage ne vient pas de moi, et la première occurrence du mot est de 1578, Michel de l'Hôpital, qui parle de valets qui se couvriraient la figure de suie pour figurer des sauvages ou le démon. Donc le mot ne vient pas de moi. Alors la pratique festive du barbouillage, j'ai beaucoup de mal à associer cette pratique au mot festif.
D'accord. Et pour rebondir à une chose que vous venez de dire, que serait une société où tout serait lissé, moi je le lis comme le fait que mon corps, ou le corps de Norman, servirait finalement d'exutoire à la violence de ma société. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, notre monde, nous ne représentons pas le monde, nous ne sentons pas le monde, nous ne faisons pas l'expérience du monde de la même manière après l'Holocauste. Il y a quelque chose qui a changé dans notre manière de voir notre monde. Et moi, la question que je me pose avec le barbouillage, c'est pourquoi, en face de moi, les gens ont autant de mal à comprendre la manière dont mon expérience du monde ou leur expérience du monde qui se fait à travers une appropriation ou une captation de mon corps peut être dérangeante. Donc ça, moi, c'est vraiment le problème que j'ai, c'est sur ces questions que je travaille. Et en vous écoutant parler, je repensais à cette phrase extrêmement croustillante de Patrick Vergrit, le maire d'hiver gauche de Dunkerque, qui, lors de l'édition 2018 du Carnaval, disait que pour lui, le Carnaval était une grande fête familiale, donc une grande fête qui était la quintessence de la République. Donc la liberté, l'égalité et la fraternité. La liberté parce que pendant plusieurs semaines, l'espace de la ville devenait un espace de transgression, de liberté totale, sans barrière. L'égalité parce que sous la peinture noire, sous la suie et sous les accessoires, aux ossements et autres types d'accessoires de sauvages, on ne savait plus qui était maçon, qui était manard, qui était patron. Donc là, on retombe dans l'essence même de la subversion que l'on retrouve dans le carnaval de la Renaissance ou du Moyen-Âge, et à la fraternité, parce que voilà, tout le monde, c'est festif, c'est joyeux, et une fraternité que l'on retrouve aussi dans la visée caritative du festival. Donc je trouvais ça extrêmement intéressant donc d'utiliser le mot festif et de voir ce manteau républicain que finalement on utilisait pour couvrir la nudité honteuse de cette pratique qui est exposée au monde. Bien. Un cas peut-être sûrement beaucoup plus compliqué qui a fait beaucoup de coulées d'encre, la représentation des suppliantes à la Sorbonne. Norman Hadjari, est-ce que vous auriez été de ceux qui ont essayé et qui ont réussi pour 3 mois d'empêcher cette pièce à la Sorbonne? Non. Parce que parce que je pense pas qu'il faille essayer d'empêcher les choses. Ça fait tout simplement pas partie de ce que je pense. Je suis toujours favorable à des manifestations qui se déroulent à côté des choses, mais pas qui essayent de les empêcher ou de les détruire. En tout cas, pas pour, disons, des fautes ou des allégations aussi aussi peu intenses, si vous voulez, aussi peu brutale, peu violente. Bon. Je voulais juste dire quelque chose avant je vais bien sûr revenir dessus très rapidement, mais je voulais quand même répondre à un point qui a été dit avant à propos du carnaval qui serait une pratique populaire. Ça a peut-être été vrai, mais il est certain que ce n'est plus vrai, ou en tout cas ce n'est plus une pratique populaire au sens où elle serait, elle émanerait de la population, elle émanerait du prolétariat, ou elle émanerait des masses ouvrières. Ce n'est plus le cas. À moins qu'on considère que des événements, des festivités comme ça, qui sont largement encadrés par la police, soient des événements populaires. Est-ce que les événements populaires sont des événements qui se déroulent main dans la main avec la police? J'en veux pour preuve ce qui s'est passé à Ath, où Moad Regif, qui était le militant des Bruxelles Panthères, qui s'est rendu de manière absolument pacifique, seul, sans escorte, s'est rendu sur les lieux afin d'assister, puisqu'on lui disait qu'il fallait assister à ce moment de liesse, etc. Il a été écarté des festivités, reconduit à Bruxelles depuis Ath, sous forte escorte policière, puis avec une caravane de policiers derrière lui. Est-ce que c'est ça un mouvement populaire? Est-ce que le terme de populaire a perdu à ce point son sens qu'on considère que des événements organisés par l'État, organisés par la mairie, complètement sclérosés par les historiens stipendiés par l'État, que de tels événements sont des événements populaires? C'est une mascarade, c'est faux, ce ne sont pas des événements populaires, ce sont des événements d'État. Première chose. Okay. Ensuite, les suppliantes.
les suppliantes, ma foi, ce qui est malheureux dans cette affaire, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que le metteur en scène a passé son temps à dire, bon, au départ, on met des masques, après, on barbouille le truc. Mais il faut bien, ce qu'il dit, en fait, c'est il faut bien trouver une astuce pour faire jouer des Européens, des personnes noires. Mais personne ne se pose à aucun moment la question de savoir pourquoi, s'il y a des individus qui sont censés être des individus noirs, pourquoi est-ce qu'on n'engage pas tout simplement les Noirs qui ont peine à trouver un emploi dans ces fonctions du spectacle? Pourquoi est-ce que tout simplement, on ne prend pas la peine de les auditionner et in fine de leur donner un bifton? Pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation? Il dit, mais si je veux faire jouer des Européens, je dois bien trouver une manière de faire. Excusez-moi, vous ne vous dites pas, par exemple, que c'est la liberté du metteur en scène de choisir les acteurs qu'il veut? Écoutez, non, bien sûr, je pense que c'est ça. C'est évidemment sa liberté, comme c'est ma liberté, disons, de critique en l'espèce, de trouver que ce raisonnement est un raisonnement qui n'est pas, un raisonnement qui se tient, ou que c'est un raisonnement, le fait d'invoquer sa liberté, simplement d'invoquer sa liberté pour justifier des choix qui ne sont pas raisonnables, ne me semble pas être une liberté. J'ai passé mon semestre ici à enseigner Augustin, à enseigner Platon. Ce sont des gens qui n'aimaient pas beaucoup le théâtre et qui pensaient qu'il fallait être un petit peu plus raisonnable que cela, que la liberté, invoquer sa liberté à tout crin, n'était pas suffisant, qu'il fallait pouvoir le justifier et le légitimer raisonnablement et rationnellement. Et en l'espèce, ça correspond tout simplement à ce que je disais comme mon concept de blackface. C'est-à-dire qu'on a le désir de foutre de la noirceur sur scène, mais à condition que les Noirs eux-mêmes n'y soient pas présents. Eh bien ça, je pense que ce n'est pas raisonnable, je pense que ce n'est pas rationnel, je pense que c'est un désir racial et raciste absurde. Bien. Je sens que la salle a choisi. Laurence, bonne chance à vous. Maintenant. Oui, bah moi je vais essayer. Je vais essayer de m'enflammer pour les choses grecques parce que c'est après tout une grande partie de ma vie. Parce que moi je suis helléniste de formation et de cœur, si je peux dire. Je suis tombé dans le grec ancien quand j'avais 12 ans. C'est difficile, c'est un peu comme la potion magique. Alors, et en effet, Platon pense qu'il faut sérieusement limiter ce qui se passe au théâtre et si possible s'en débarrasser. Donc c'est vrai que c'est pas on n'est pas face à des discussions extrêmement nouvelles ici. De savoir si qu'on soit bien d'accord là-dessus, par rapport à tout ce qui est un cadrage médiatique où on dit que vient d'arriver une chose incroyable, des personnes contestent le pouvoir de la représentation au théâtre, etc. Non, c'est assez ancien, c'est avec nous depuis longtemps. Bon, ça, je mets ça de côté. Si je reviens sur le texte des suppliantes, et soyons honnêtes, je ne suis pas sûr que tout le monde soit extrêmement familier avec Échille, d'une part, et encore moins avec les suppliantes, d'autre part, qui n'est peut-être pas la pièce la plus connue de quelqu'un qui n'est pas le plus connu de tous les tragiques. Mais bien. Si on regarde, on est face à une pièce quand même très spécifique. Une pièce très spécifique, puisque le cœur des femmes, qui sont les Danaïdes, se présente. C'est une pièce, il n'y en a pas beaucoup dans les tragédies qui nous restent. Vous savez, il y avait des centaines de tragédies, mais il nous en reste quelques-unes. Bon. Dans cette pièce, toute la question est de savoir si ces femmes étrangères, dont il est dit tout du long dans la première partie de la tragédie, qu'elles sont étrangères, à savoir qu'elles ont une couleur de peau étrange, une manière de s'habiller différente, puisqu'elles viennent d'Égypte, que ces femmes étrangères, est-ce qu'elles peuvent réclamer la protection d'un grec? Et elles argumentent qu'elles ont un ancêtre commun, etc. Je ne vais pas refaire toute la pièce. Mais ce qui se passe, et pour moi c'est le paradoxe de ce qui a eu lieu dans cette interdiction de fait, ce n'est pas une interdiction légale, mais dans cet empêchement d'une représentation, et je n'ai pas vu la représentation. Donc je n'ai pas d'avis non plus sur comment Brunet a choisi les choses. Mais ce qui m'étonne et ce qui m'intéresse au niveau du paradoxe, c'est que quand les suppliantes sont données, c'est assez rare, mais quand les suppliantes sont données, alors même que la composante, on va dire, ethnique ou de couleur est centrale dans la première partie de la tragédie, cette composante n'est jamais présentée sur scène. C'est-à-dire que la pièce, en un sens, traditionnellement, elle est blanchie. C'est-à-dire qu'on fait comme si on avait des personnes qui viennent d'Égypte, elles ressemblent à n'importe qui d'autre, et donc on ne comprend pas pourquoi le texte, pourquoi le roi en particulier leur dit « Mais attendez, quand je vous vois, je sais qu'on ne peut pas être de la même famille. » C'est ça sa réponse, parce que je vois votre couleur de peau. Et là, Brunet, quelles que soient les solutions qu'il ait choisies... Philippe Brunet, c'est le metteur en scène. Et le professeur de grec, un des professeurs de grec à la Sorbonne, a voulu ne pas blanchir le texte. Et donc, moi, ce qui m'intéresse finalement dans toute cette polémique qu'il y a eu autour de cela, c'est peut-être qu'on peut se demander aussi
ce que ça fait que de constater une présence égyptienne. C'est pas nouveau, hein. Il y a plein de gens qui l'ont dit, il y a Martine Bernal qui l'a dit, il y a Chakanta Diop qui l'a dit et beaucoup d'autres. Il existe une présence égyptienne très importante dans la civilisation grecque. Et qu'est-ce que ça nous fait, à nous, de voir ça, et comment on va réagir vis-à-vis de ça? Et est-ce qu'il faut gommer cette espèce de dialogue ou d'ascendance égyptienne, ou est-ce qu'il faut l'exprimer? Et ensuite, comment l'exprimer est une question. Mais encore une fois, il est fondamental de dire que la loi de moindre censure, moi je suis pour l'absence de censure, hein, personnellement, mais je sais que je suis un petit peu seul sur ces idées-là, mais l'absence de censure ou la moindre censure, c'est ce que je préfère. Mais après, bien sûr qu'on peut discuter des choix qui ont été pris par le metteur en scène ou par les acteurs. Donc vous dites laissez faire et la pliesse, évidemment, et Bien ouvrons sûr. le débat. Et ouvrons le débat, et remarquons aussi que, quelle que soit la maladresse potentielle, encore une fois, je n'ai pas d'avis sur la pièce que je n'ai pas vue, quelle que soit la maladresse potentielle, ou peut-être plus qu'une maladresse, je ne peux pas déterminer ça, regardons que c'est une pièce qui est généralement jouée, quand elle est jouée, comme blanchie. D'accord. Voilà. Isabelle Barberis. Alors, En quelques mots, Isabelle. ah non, Courage. ah non, non, non. J'ai été sûr. Je serai quand même pas très longue, rassurez-vous. Alors, l'affaire des suppliantes, un statut à part un petit peu dans les exemples qui nous sont montrés, pour moi, à mes yeux, si, en tout cas, elle me fait penser à cette réaction de Victor Hugo quand sa pièce « Le roi s'amuse » avait été elle-même attaquée par la censure, où il avait parlé du pavé de la censure qui s'écrasait contre des allusions imperceptibles. Alors bon, cette phrase, je la trouve assez intéressante puisque, encore une fois, que l'on essaye de faire passer pour signifiante un débat sibyllin et byzantin sur masque, maquillage. Enfin, moi ça m'intéresse de discuter à n'en plus finir sur les différences sémiologiques entre le masque, le maquillage, etc. Que l'on en vienne à accuser Philippe Brunet de racisme avec une telle violence, là, par contre, me semble emblématique manque de gradation et de la disproportion totale que prend le débat. Et il se trouve, bon voilà... C'est une analyse. Alors, peut-être... non, c'est une accusation, Norman. Et dans les différentes controverses qui ont opposé Hugo à la censure, il n'a quand même pas hésité à évoquer et à mettre en cause d'où venaient les attaques et la question de la probité de l'endroit d'où viennent les attaques. Alors moi, j'ai participé quand même à une dizaine de plateaux, radio, télé, etc. sur ces questions-là. Et en fait, cette question, elle n'est jamais amenée, elle reste en permanence hors scène, si bien que j'ai l'impression que ces discussions à n'en plus finir sur la signification et le contrôle herméneutique qu'on veut exercer sur les œuvres est là pour nous faire oublier d'où viennent les attaques. Alors, les attaques, elles viennent de la LDNA. C'est une ligue qui a eu des propos antisémites, qui se méfie des Juifs aux commandes de la Shoah, et dont certains membres ont appelé à tuer les Blancs, les Chinois et les Indiens, de mémoire. Vous nous donnerez les preuves. Je voudrais avancer. Finir. Elles viennent, alors si l'on parle du carnaval date, elles viennent aussi d'un extrêmement proche d'Horia Boutelja et du Parti des indigènes de la République. Elles viennent aussi de personnes qui n'ont pas peur, alors qu'ils se montrent extrêmement pudibonds sur les intentions supposément racistes de cet helléniste aussi peu subventionné qu'inconnu, qui n'ont pas peur de défendre le tuer les bébés blancs de Nick Conrad. Elles viennent de gens qui écrivent des choses sur la pureté raciale qui pourraient tout de même entrer dans le débat, alors que là, on est en train de couper les cheveux en quatre sur le racisme supposément, alors inconscient bien entendu, mais tout à fait systémique, de Philippe Brunet. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est pourquoi, en fait, il y a eu aussi peu de solidarité affichée à l'égard de Philippe Brunet. Alors, non pas venant du milieu universitaire, il y a eu une sorte de frémissement, mais venant du monde de la culture, pour deux raisons. Parce que, ainsi que j'ai déjà essayé de l'évoquer, le modèle de pensée décoloniale, et cela depuis quelques années, notamment depuis la mise en place d'un collège de la diversité, est
un modèle académique qui est désormais le modèle dominant et non pas le modèle minoritaire, d'une part. D'autre part, parce qu'il y a toujours un mépris aussi dans la culture contre les formes amateurs. Voilà, oh, les petits masques faits à la main de Philippe Brunet, ils sont pas beaux, ils sont maladroits, etc. Donc ce mépris me dérange. Et puis la disproportion totale aujourd'hui que prend le débat en provenance de ces milieux dont voilà, on n'évoque jamais quand même le débat, tout simplement le débat que cela peut susciter, comme s'il y avait une impunité sur certains propos et pas sur d'autres. Ça me pose question et à un moment donné, il est aussi un petit peu temps de remettre ces questions au centre du débat. Okay. Merci. Alors moi, je voulais juste rebondir sur une petite chose. J'aimerais savoir, vous êtes apparemment 450. Qui a déjà entendu parler de Nick Conrad avant cette polémique? Je pense qu'il avait moins de 1000 personnes qui le suivaient sur sa chaîne YouTube. Qui a déjà entendu parler des Bruxelles Panthers? Qui a déjà entendu parler de la LDN? Je pense que lorsqu'on parle non, je parle des accusateurs que vous avez mentionnés. Il y a quelque chose qui est fondamental ici, et j'en parlais au début de ce panel, c'est l'inversion de domination. Et vous y avez fait référence en disant qu'aujourd'hui, le modèle décolonial est majoritaire dans les universités. Cette année, moi, j'ai un étudiant qui fait sa thèse dessus, donc qui collectionne les unes de journaux, donc de Valeurs Actuelles à Marianne, en passant par le manifeste des 80 psychanalystes, au manifeste des 80... Alors, on a cette vague. Alors moi, je découvre qu'apparemment, nous serions majoritaires à l'université. Je vous propose ici, tout un chacun, de vous rendre dans une université française, de trouver ces décoloniaux qui occupent les meilleurs bureaux, qui occupent donc les bureaux au dernier étage, de leur demander la solde qu'ils ont. Il n'y a pas de bureau à l'université française. Déjà. Donc, je suis vraiment abasourdie par cette idée, voilà, d'une vague de décoloniaux qui serait tout dents et sabre dehors à l'assaut de la culture française. Alors, pour revenir un peu sur Eschyle, oui. Revenons à juste votre voilà, avis. Revenons, voilà. Donc, mon avis, je suis comme Norman d'avis que la pièce n'aurait pas été interdite parce qu'il faut la jouer. On a besoin de ces supports pour pouvoir les analyser. Mais ce que je trouve dommage ici, c'est qu'avec cette polémique, on a été tellement concentré sur le caractère raciste ou pas du masque antique. Est-ce que Brunet est raciste ou pas? Personne ne l'a accusé. C'est comme pour la fresque Di Rosa. Nous n'avons jamais dit que Di Rosa était raciste. Nous avons dit que son œuvre avait du racisme. Et je trouve cette différence entre l'être, être et avoir fondamentale pour comprendre ce dont on parle. Donc on s'est embourbé dans ce débat sur le caractère raciste du masque. Et je pense qu'on est passé à côté de quelque chose qui nous aurait permis, encore une fois, d'indigéniser cette question et de la rapporter à la France de 2019, qui était exactement ce dont Norman a parlé. Donc ces 50 femmes qui fuient l'Égypte et qui sont décrites comme ayant la joue brunie par le Nil, donc avec leurs habits barbares, on sait qu'elles sont étrangères. Et à la fin, on se rend compte que finalement, c'était des descendantes d'une princesse argienne, donc elles sont chez elles. Et c'était ça, en fait, l'intérêt. Ce qui était intéressant, c'est qu'au moment où la polémique se passait, dans mon université, la pièce était jouée par des étudiants américains qui dénonçaient la politique migratoire de Trump contre les Mexicains. Parce que le cœur de la pièce, finalement, c'était ça. L'autre, c'est moi. Et cette pièce, elle est souvent jouée pour appuyer les politiques migratoires, etc. Et donc, j'ai trouvé que la question n'était pas là. La question, c'était si pour Brunet, la seule manière de montrer l'africanité de ces Danaïdes, c'était pour ces actrices de couvrir ces actrices de laine foncée sur la tête et de les enduire de suie je trouve ça, en tant qu'artiste, que cette mise en scène était pauvre. C'est un manque d'inventivité. Au moment même où j'ai des amis noirs, oui, j'ai des amis noirs, qui se sont beaucoup endettés pour faire des écoles de théâtre très prestigieuses et qui peuvent rester plusieurs mois, voire une année sans monter sur scène parce qu'il n'y a pas de rôle pour eux. Donc moi, je pense que là, la question qu'on aurait pu se poser, c'était la question de la représentation du corps noir sur les scènes en France et surtout la représentation, la question du rôle, de la place qui est donnée aux acteurs sur les scènes théâtrales et dans le cinéma français.
Ça nous aurait permis bien. de franciser Ok. le débat. Merci. Autre sujet, l'enseigne au nègre joyeux que j'ai montré tout à l'heure. Faut-il la détruire? Faut-il la laisser sur place? Ou faut-il, comme c'est prévu, la mettre dans un musée? Norman? Comme c'est la tradition, maintenant, je vais répondre à Isabelle Barberis avant de répondre à votre question. Non, pas trop long parce que le Pas temps trop long, ça coule va très court. et il Mais faut, deux il faut vraiment laisser de mes la deux place. réponses, mes deux réponses seront très courtes. En ce qui concerne, je suis sidéré qu'on dise que faire des attaques ad hominem, c'est mieux que de parler du sujet, parce que j'ai dit, j'essaye d'analyser ce qui se passait, si vous voulez. C'est ce qu'on a essayé de faire. On essaie d'analyser ces questions, effectivement, de blackface, de pourquoi est-ce raciste, n'est-ce pas raciste. Et on dit non, c'est pas le sujet. Il faut pas analyser ce qui se passe. Il faut faire des listes, dire des noms. Et éventuellement, de préférence, ajouter que ces personnes-là sont des antisémites, sont des homophobes, etc. Et ça, ce serait vraiment entrer dans le débat. Je suis sidéré qu'on puisse considérer que l'ad hominem est devenu en réalité le summum du débat et que ne pas parler raisonnablement des sujets, ne pas essayer d'analyser les questions qui sont en cause, ce serait la meilleure chose à faire. Mais qu'en réalité, il faut nommer des gens, et évidemment toujours sans preuve, les accuser d'être des antisémites, des Boutelja. Boutelja est antisémite, pourquoi? Elle n'a jamais été attaquée au tribunal là-dessus. Si elle a été attaquée par d'autres, par la griffe au tribunal. La griffe a été déboutée, c'est-à-dire l'organisation du dit ayatollah Kassoulet de Toulouse, là, contre le racisme anti-blanc, un ancien type du FN. Voilà le genre de choses qu'on a, si vous voulez, c'est-à-dire des accusations qui sont toujours sans preuve et qui profitent du flux médiatique pour tout simplement fonctionner, alors que ce n'est pas sourcé, alors qu'il n'y a pas de données pour les soutenir. Okay, Au départ, normal. j'essaie de donner les données. En ce qui concerne l'enseigne au nègre joyeux, moi, j'étais pour la laisser Sur place? sur place, tout simplement parce que c'est un témoignage de l'histoire de ce pays et c'est un témoignage d'un racisme qui continue, me semble-t-il, à exister. Moi, je pense que c'est une démonstration, c'est un exemple de quelque chose, c'est un exemple de l'histoire de ce pays et que ce qu'il faut commencer à faire, c'est à se poser des questions sur le traitement des Noirs ici. Et une fois que ces questions et que le regard sur les Noirs fera consensus, on pourra peut-être penser à, décrocher des choses comme ça. Mais cette espèce de replâtrage ou cette espèce de maquillage des choses, en enlevant les aspects qui sont un petit peu trop dérangeants, mais en attaquant jamais le fond, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Je préfère que l'histoire raciste et raciale de ce pays soit découverte au grand jour et qu'on puisse faire une pédagogie et une explication, réfléchir historiquement autour de cela, plutôt que de tout simplement dissimuler les choses au fond d'un musée poussiéreux où les Parisiens ne vont jamais. Oh, vous allez un peu fort sur la fin. C'est pas la peine, pauvre musée. Allez, en quelques mots, Oui, voilà. je vais faire très vite. Finalement, je suis d'accord avec Norman sur ce qu'il a dit à propos de l'enseigne. Pour les mêmes raisons. Voilà. Mais à ça, il faut ajouter que peut-être un peu plus intéressante est la question de la fresque, parce que là, je vois que le temps tourne. Oui. La fresque du lycée Washington. Voilà, la fresque Montrant du lycée. à Washington, premier président américain raciste. Parce que justement, par rapport à ça, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une fresque dont personne ne pense qu'elle est raciste, dont personne ne dit qu'elle est fondamentalement raciste. C'est une fresque qui montre, qui est sans doute une des toutes premières, payée par un argent public aux États-Unis, a montré Washington, dont je vous rappelle qu'aux États-Unis, il est considéré comme le père de la nation, a montré que le père de la nation, 1, n'était pas contre l'esclavage, et 2, était lié aux guerres contre les populations autochtones et lié donc à l'extermination des Indiens. Donc c'est ça que montre, et c'est ça que montre cette fresque, et c'est une position extrêmement critique à l'encontre du père de la nation. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que même si il y a quelques heures, une action en justice a suspendu la destruction de cette fresque, mais c'est reculé pour mieux sauter sans doute. Ce qui s'est passé, c'est qu'on décide d'effacer ce passé de domination coloniale. On l'efface parce que l'argument est le suivant: les personnes de couleur face à cette représentation se sentent mal, et les blancs se sentent mal aussi. Ah oui, bon. Et donc les gens se sentent mal. Alors comme les gens se sentent mal, on va recouvrir tout ça. Et ça me paraît une folie furieuse. Et donc il en va de même pour l'enseigne. L'enseigne était maculée régulièrement, donc sans doute que pour elle-même, si elle est maculée, il vaut peut-être mieux qu'elle aille dans un musée. Mais on ne parle pas non plus du chef-d'œuvre de la peinture française avec l'enseigne. Bon.
vite sur ces deux aspects. Merci d'avoir répondu rapidement. Isabelle, cette plaque, ou alors on peut Oui, passer à un autre exemple. la muséification du carnaval par l'UNESCO, la mise au débarras de cette enseigne qui, à mon sens, dans l'espace public, aurait un intérêt, c'est de pouvoir faire de la pédagogie sur l'histoire du colonialisme et de ses violences. Ce qui m'interroge, c'est évidemment c'est la question de l'effacement. Et aussi, est-ce qu'on a encore à disposition ces outils, des outils pédagogiques à même de pouvoir faire cette pédagogie, puisqu'on voit très bien que le sujet devient extrêmement émotionnel. Moi, Norman, juste pour vous répondre, je n'ai pas fait d'ad hominem. Ce que j'ai rappelé, ce sont des choses aussi factuelles. Et on ne va pas non plus digresser, hein, mais il y a beaucoup d'autres éléments, et ce n'est pas de l'ad hominem que de rappeler la factualité de certaines déclarations. Voilà. Ok. Mam, Alors, par rapport à ce qu'ont dit nos deux camarades, les premiers. Pas de souci. Alors, par rapport à la pédagogie, moi, j'ai une toute petite question, c'est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Autour de nous, nous avons beaucoup d'outils pédagogiques pour comprendre la domination raciale, la manière dont elle a été effectuée pendant ces 4 derniers siècles. Je sais pas, les gens, peut-être vous avez pris un petit déjeuner ce matin avec un petit Banania, Tintin, Astérix, mais nous vivons dans un système qui, par exemple, par rapport à l'école ou par rapport à l'institutionnalisation de l'art, nous a pas appris à lire les signes qui étaient autour de nous. Donc nous baignons comme ça et c'est exactement ce qui s'est passé avec la fresque des Rosa. Nous baignons dans tous ces signes que nous n'avons jamais appris à décoder. Moi, j'ai eu pendant cette affaire plein de gens qui m'ont dit, alors moi, de toute façon, je vais continuer à me barbouiller, je ne vois rien de mal avec cette fresque, je ne vois rien de mal avec Banania, parce qu'on ne m'a jamais appris à l'école. Alors je parle de personnes qui étaient d'un certain âge. On ne m'a jamais appris que ces signes étaient problématiques. Donc la muséification, moi je suis d'accord. Quand vous me dites qu'il faut laisser cette toile là, je suis d'accord. Mais avant, moi je trouve qu'il est intéressant en tant que société qu'on apprenne à chaque membre de notre société l'histoire de ces signes. Avec Julien Ciodo, nous nous sommes fait traiter de censeurs, de destructeurs d'œuvres d'art. Je le rappelle encore, je suis enseignante-chercheur, mais je suis aussi artiste. Je n'appellerai jamais à la destruction d'une œuvre d'art. Le problème que j'ai avec la fresque des Rosa, c'est que c'est l'un des seuls monuments de commémoration de l'esclavage en France qui, pour moi, repose absolument sur un imaginaire et sur des signes racistes. Ce monument ne se trouve pas dans un square, je l'aurais laissé dans ce square. Il ne se trouve pas dans un musée privé, il se trouve dans la maison du peuple. Et donc moi, ce qui me dérangeait par rapport à cette fresque, ce n'est pas son existence. Cette fresque doit exister, elle ne doit pas être détruite, parce qu'elle est, comme Norman dit, un signe de son temps. Moi, je veux que mes enfants, que les petits-enfants de mes enfants, en 2070, voient cette fresque et se disent, en 2019, ça a été à l'Assemblée nationale pendant 28 ans. Mais la location est importante, et surtout la pédagogie, qu'on apprenne d'où viennent ces signes, parce que comme je le dis, nous baignons tous dans un imaginaire comme ça, qui fait que quand on écoute Michel Leb, on rit, on ne sait même pas de quoi on rit. Quand on voit Le Sauvage date, on rit, on ne sait pas pourquoi on rit. On rit de moi, et je veux que cela cesse, et ça passe par la pédagogie. Très bien. Laurent, vous voulez dire un mot? Oui, On est passé à Di Rosa, là. Vite. Non, je voulais juste dire, tu es d'accord qu'on n'efface pas? Absolument Voilà. pas. Parce que sinon, Absolument pas. comment on peut parler Absolument de ça? pas. Absolument Je suis pas. d'accord. Alors j'ai un étudiant qui a fait, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer des petits messages sur ma page Twitter. J'ai un étudiant qui a fait un très très beau documentaire sur la fresque du lycée. Et ce que les étudiants noirs ou indiens qui étaient natives ont dit, nous ne voulons pas effacer cette toile, mais le problème c'est qu'on a appris tellement peu de cette histoire. Et moi, je suis gênée qu'en tant que Mohican ou Navajo, que la seule représentation que je vois de moi, de Washington DC à l'Oregon, soit celle soit d'un noir souffrant ou d'un indien souffrant. Alors on a envie de voir, c'est ça en fait le désir d'autres représentations, mais les étudiants n'ont pas appelé à la destruction de la toile. Alors que Tu sais pensez-vous? que le conseil d'administration a voté pour la destruction. Oui. Ah non, mais après, ça c'est quand l'administration s'emballe et C'est la censure qui va presque au-delà de ce que les étudiants ont demandé. Alors que pensez-vous? C'est intéressant, ces 2 tableaux récents. On ne peut pas parler un peu plus de Di Rosa, Michel? Sur Di Rosa,
Ah ouais, moi Alors, si- Alors ce serait vraiment bien en régie, on ne peut vraiment pas nous montrer l'image. Ah oui, ça serait bien parce que... Il cède son temps de parole sur Di Rosa, c'est formidable. Non, mais Di Rosa, est-ce que l'image, j'ai bien montré, je me suis trompé, si on dit aux gens, il faut dire aux gens quelle était la représentation, qu'est-ce qu'on voyait. Est-ce que c'est aussi un personnage C'est vraiment pas possible de avec montrer des grosses l'image. lèvres, tout ça, c'est ça aussi ou C'est vraiment pas possible de montrer l'image. Non, là, Alors je sais qu'on est en 2019, peux pas l'inventer. tout le monde a un smartphone, Cherchez sur donc vos vous pouvez la smartphones. chercher. Ah, alors, donc l'abolition la première abolition de l'esclavage de 1794 et la question pourquoi a-t-on eu une première abolition déjà. Et juste, il faut dire quand même, Di Rosa est un artiste français, Exactement, vivant, voilà. de grosse renommée, hein, on peut dire ça, qui a des grandes expositions partout, qui n'est pas raciste, je pense pas, on est d'accord là-dessus, Oui, oui. mais qui a un art figuratif assez parfois, j'ai envie de dire, post-naïf, figuratif. Et qu'est-ce qu'on voit, si vous pouvez dire, Mam, en 2 mots, qu'est-ce qu'on voit Alors, donc cette toile montre 2 figures noires, ou un teint très noir qui n'existe nulle part d'ailleurs, un teint de suie, avec des grosses lèvres rouges. Voilà. Et donc on a tout l'imaginaire banania, des grands yeux écarquillés et des chaînes qui se brisent. Et là, on est en plein dans le barbouillage. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que comme pour les suppléantes, quand mon collègue Julien Ciodo, je vais aller très très vite, oui, parce que je sens vous en avez déjà parlé, hein, voilà, je pense qu'on connaît votre point exactement. de vue. Mais... Alors, donc, quand Julien et moi avons lancé cette pétition pour demander une réflexion, comment donc, vous m'avez dit, Hervé Di Rosa est un artiste qui est très connu, qui est connu pour son engagement humanitaire, son engagement pour des artistes camerounais au Cameroun et caribéens à Miami. Et moi, j'avais trouvé très intéressant que le débat, la toile a disparu. La polémique a été autour de l'accusation en racisme contre Di Rosa. Alors, je vais vous demander de faire un peu de recherche. Jamais nous n'avions dit qu'il était raciste. Et donc, la polémique a gonflé autour de ça et le tableau s'est fade comme ça. On n'en a plus parlé. Et j'ai trouvé qu'on est passé vraiment à côté d'une interrogation qu'on aurait pu avoir en tant que société, à savoir... Quel est l'imaginaire qui a permis à cet artiste de faire cette toile, que cette toile ait pu être présentée à l'Assemblée nationale en 1991, qu'elle ait pu être accrochée, qu'elle y soit restée pendant 28 ans. Alors, par exemple, l'une des choses qu'on nous a beaucoup reproché, c'est qu'elle y a été pendant 28 ans, personne ne s'est plaint. Pourquoi donc, le temps, quelque part, abonnissait l'œuvre. Et la première défense de l'œuvre, c'était que toutes ces peinture se faisait sur ce modèle. Alors, vous avez vos téléphones, je vais vous demander de regarder sur un site qui s'appelle Artsper, qui est le site web de Di Rosa, ARTSPER. L'un de mes étudiants a compté sur les 190 toiles qui étaient présentes. Il a 13 façons de dessiner les nez, 22 façons de dessiner les yeux, 11 façons de dessiner les bouches. Je ne suis pas très forte en maths, mais ça lui donnait une très grande probabilité de produire autre chose que ce qu'il a produit. Ce n'était pas son style, ce n'était pas la seule façon de produire. Mais ce que vous voulez, c'est que l'œuvre soit déplacée, par exemple ? Absolument, que l'œuvre soit déplacée. Je trouve qu'elle n'a pas, c'est une œuvre insultante. Qu'elle n'a pas. Alors, moi, je sais que cette année, j'ai été dans 10 pays différents. Ça ne peut pas être la contribution de la France à la mosaïque qui se construit sur l'esclavage. Donc, absolument, je ne demande pas la destruction de l'œuvre. Le déplacement. Et au-delà du déplacement, et je vais terminer là, je demande qu'on puisse avoir un débat de fond dépassionné, parce que Julien et moi n'avons pas pu placer un mot. Nous n'avons eu aucune presse. Ça a été extrêmement difficile d'avoir un relais à travers les médias qui se sont vraiment concentrés sur l'accusation en racisme, de Di Rosa qui nous a traités. Alors, on a été traités de racistes, d'antiracistes. Ok, Mam, c'est vrai, il y a eu... Voilà, on va continuer. Là. Merci. En tout cas, bon, merci, vous voyez l'image, c'est déjà ça. Juste une réaction sur ce... Isabelle, vous pensez qu'elle devrait rester à l'Assemblée nationale ou pas ? Oui, oui, je suis d'accord avec le non-effacement et le fait effectivement qu'elle atteste d'un imaginaire qui me choque et qui me déplaît. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'esthétique, le langage symbolique de Di Rosa est à mon sens caractéristique des politiques culturelles telles qu'elles se mettent en place dans les années 80, c'est-à-dire à un moment donné où l'art est aussi mis au
service d'une forme de discours extrêmement simpliste, avec un langage un peu comme ça multicolore, rempli de stéréotypes, qui évidemment amène à un retour caricatural et extrêmement déplaisant de la figure du bon sauvage, qui est évidemment raciste. Mais je vois entre l'esthétique comme ça multicolore, multiculturelle de Di Rosa, un lien assez évident avec le Bouquets of Tulips que l'on a découvert hier. Sauf que le Bouquets of Tulips, esthétiquement, non, mais on n'est pas en désaccord surtout, hein, je pense, hein, mais quand même, le Bouquets of Tulips, c'est un degré supplémentaire d'appauvrissement du langage symbolique. C'est-à-dire il n'y a vraiment plus de langage symbolique, à part cette espèce d'imaginaire comme ça, extrêmement stéréotypé. Il n'y a plus rien, c'est complètement vide. Mais là où probablement on ne sera pas d'accord, c'est que j'ai l'impression que le modèle que vous défendez, c'est un modèle hyper consensuel et qui finalement est l'héritier du modèle déjà extrêmement consensuel et formaté de Di Rosa. Et que, en ce sens, si vous voulez, moi j'ai l'impression d'assister à une sorte de guerre entre représentants d'une sorte de lissage, de consensualité et de vidage du langage symbolique. Et c'est quelque chose, je dois dire, qui m'inquiète un petit peu. Ouais, parce que, 2 petites secondes oui, par rapport aux mais tulipes vraiment, de Koons. parce que là, je ne vais jamais y arriver, moi. Alors, parce que j'allais les tulipes de Koons, qu'est-ce que ça classique. commémore? Qu'est-ce que les tulipes de Koons commémorent? Qu'est-ce qu'elles commémorent? La fraternité, le peuple parisien. Donc exactement, c'était un monument de commémoration aux attentats de 2015. Ça ne viendrait à personne, à l'idée de personne, de commémorer les attentats de 2015 en stéréotypant une des victimes de ces attentats. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez, vous voyez où Donc la simplification... Si, moi je trouve que c'est une manière extrêmement violente de stéréotyper les victimes et que c'est extrêmement violent à l'égard des victimes. Tout à fait. Tout à fait. Bien, je vous laisse avec violence. J'aimerais poser une question quand même, et en partant des 2 tableaux qu'on a vus exposés au même moment au Whitney, on a l'impression que donc un artiste afro-américain peut aborder un drame raciste, et qu'en revanche, est-ce qu'un artiste blanc américain a le droit de s'approprier j'imagine également antiraciste, hein, cet artiste, une histoire dramatique d'un noir. Voilà. Quel est votre avis sur ça? Est-ce qu'il a le droit? Est-ce que vous pensez que cet artiste blanc américain avait le droit de traiter ce moment terrible, ce fait divers, je crois, hein, voilà. Le problème, c'est qu'on pose toujours ces questions en termes de droit. Est-ce qu'on a le droit de faire ci? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Moi, je pense qu'effectivement, on a le droit. On a le droit, tout le monde a le droit, les gens ont le droit de critiquer. Parce que c'est une affaire, en réalité, qui est une affaire d'opposition et de conflit. Il y a des conflits entre différents camps, différentes approches et différentes manières de concevoir les choses. Tout à l'heure, Isabelle disait que s'il n'y avait pas cette sublimation par le spectacle et par la représentation, comment dire, la violence ressortirait dans la réalité. Mais ça, c'est des sorties de cette violence, si vous voulez, qui se joue un petit peu dans la réalité. Moi, je trouve ça justement dommage que ce ne soit pas plus dans la réalité, je veux dire dans la réalité politique. De la réalité politique, que ce ne soit pas uniquement des questions autour de ces tableaux, etc. Je comprends, si vous voulez, le raisonnement qui est derrière. Je ne suis pas toujours pour les conséquences, parce que souvent les institutions surréagissent et disent il faut enlever ça, il faut faire disparaître les choses, parce que les gens, et c'est une forme d'expression démocratique aussi, de dire on ne veut pas voir ça, ça nous déplaît, on trouve ça dégueulasse, etc. C'est une forme d'expression démocratique. Et après, c'est aux institutions de les traduire en supprimant les choses ou en ne les supprimant pas. Mais s'attaquer aux personnes qui font usage de leur droit démocratique à dire ce qu'ils trouvent atroce et ce qu'ils trouvent détestable, c'est pas non plus une bonne chose. Et donc, je disais, je comprends la rationalité qui est derrière, parce qu'on se dit, il y a une personne qui fait juste le tableau, qui fait le tableau sur quelque chose, un événement auquel elle n'a aucune part, disons. Elle parle de risques qu'elle ne sera jamais en mesure de subir, c'est-à-dire cette histoire d'Emmett Till, ce garçon violenté, brutalisé, tué à coups de poing. Bon. Et d'autre côté, on a un artiste noir qui parle, qui est dans une position où il peut être la victime du crime racial dont il parle, si vous voulez, où il a une espèce de substituabilité possible entre celui qui peint et son objet, si vous voulez. Donc les gens se disent, bon, on peut se mettre à leur place,
il fait ça d'une manière qui correspond à existentiellement quelque chose de plus intense, de plus profond, etc. Donc je comprends le raisonnement qui mène à cela. Mais moi, encore je le dis, je ne suis pas favorable à ce que les institutions nécessairement suppriment les choses, détruisent les choses, mais je pense que le conflit autour de ça est très intéressant et je suis pour alimenter ce conflit. Je suis pour alimenter ce conflit. Heureusement que ce conflit existe autour des représentations. Il n'est encore pas assez intense à mon goût. Ce que je dirais, on a de bons exemples là. La fresque Washington, la fresque de Di Rosa et ce tableau de Dana Schutz. Vu d'un peu loin, c'est exactement la même chose, ça n'a aucun rapport. Les trois situations sont très, très, très différentes, même si elles s'inscrivent dans un contexte qui est comparable, évidemment, bien sûr. Pas la planète Mars d'un côté et le reste de l'autre. Mais donc, dans ce tableau-là, qui est un tableau assez lamentable par ailleurs, il faut peut-être aussi dire que parfois, certaines de ces œuvres sont des œuvres assez lamentables. Bon. Mais on a le droit d'être mauvais, quoi. Oui, on a le droit d'être mauvais, ça c'est vrai. Mais voilà. Moi, j'ai le droit de dire qu'ils sont mauvais. Mais c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que l'artiste en question, c'est artiste blanche, en effet, puisque les codes raciaux existent aux États-Unis. Aux États-Unis, on se définit par la race, sauf si on refuse, comme moi, de se définir. Mais moi, c'est un peu différent. Donc, artiste blanche qui se dit, je vais gagner beaucoup en présentant toute ma compassion vis-à-vis de la souffrance noire, etc. Pas de chance, c'est retourné contre elle. Mais là où c'est intéressant, c'est que le débat n'a pas eu lieu de manière uniquement pacifique. Il y a eu une pétition en ligne très importante pour demander une chose, ou à défaut une autre. La chose qui était demandée, c'était la destruction de la toile. Pour ça que, à ce sens, ça n'a aucun rapport avec la pétition de Mame et Julien. Quoi. Destruction de la toile ou l'interdiction de l'entrée sur le marché. Et à partir de ce moment-là, on voit bien qu'on entre dans une autre situation que celle dont on discutait jusqu'à maintenant. Mais ensuite, si on veut revenir à des positions, puisqu'on parlait de Platon tout à l'heure, à des positions plus platoniciennes sur la détermination en fonction du politique ou de la république idéale de ce que va faire et de ce que ne va pas faire l'artiste, ça c'est une position sur laquelle je ne me retrouve pas. D'accord. Mesdames, si vous voulez vous exprimer sur cette histoire, un artiste blanc peut-il s'approprier ? Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Le retour, la crispation autour de la figure de l'auteur, c'est quand même un souci de ce que j'appelle ce contrôle herméneutique grandissant sur l'interprétation des œuvres. Et aujourd'hui, la figure de l'auteur, déjà qui est une figure extrêmement rétrécie pour interpréter une œuvre, mais elle s'est réduite à ces catégorisations raciales, idéologiques, ou bien sexuelles, ou bien nationales. Donc c'est un rétrécissement des imaginaires considérable. Mais je suis tout à fait d'accord pour parler d'arroseur arrosé. C'est vraiment exactement ça. Et de mon point de vue, les déclarations d'intention antiracistes, ou même, j'ai même envie de dire anticapitalistes, etc., dans une œuvre d'art, cette espèce de transitivité, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est ça, cette ambiance de moralisation de l'art qui fait finalement que l'art perd absolument tout l'intérêt de son contenu symbolique. Voilà. Donc, je ne défendrai certainement pas ces œuvres pompières qui tiennent des propos antiracistes complètement téléphonés. On aura été d'accord sur une question. D'accord. Juste, alors, le dernier cas, c'est peut-être le dernier cas dont on va parler, c'est celui qui a le plus ému la communauté, j'ai envie de dire, culturelle. C'est à cause de l'importance du metteur en scène, qui s'appelle Robert Lepage, qui est donc un Québécois, et sa pièce Kanata, qui raconte l'histoire du Canada, et donc qui met en jeu les Amérindiens. Il aurait fait cette pièce sans vraiment consulter ou pas assez certaines communautés amérindiennes. Il en a consulté, mais peut-être pas toutes, ou pas, enfin, etc. Bref, à la fin, sa pièce n'a pas été jouée au Canada, elle a été jouée en France. Le fait qu'elle était en plus acceptée, soutenue, défendue de manière très forte par Ariane Mouchkine, qui est donc qui est la propriétaire, qui s'occupe de ce fameux théâtre, la Cartoucherie de Vincennes. Il y a eu beaucoup d'émoi là-dessus. Bon, pour vous, est-ce que donc un artiste, on en revient toujours à cette question, mais enfin c'est encore un autre cas là, quand même. Est-ce que cet artiste, Robert Lepage, pouvait
monter sa pièce, j'ai envie de dire, avec qui il voulait, quoi, et raconter son histoire ou pas. Voilà. Je peux répondre. En fait, j'ai pas répondu à la question. Je vais faire très très vite. En fait, ça recoupe un peu le cas Kanata. Est-ce qu'un artiste blanc peut peindre un corps noir? Absolument. Je vois pas où est le souci. Pour franciser les débats, je vais prendre l'exemple de Céline Sciamma. Et pour le film Girlhood. Céline Sciamma, qui est une cinéaste française, et exactement. vous voulez parler par rapport à un film, son film Par récent. rapport, voilà, le film qui a été fait, donc, qui était Girlhood. Et je pense qu'ici, le problème qu'il y a, et je remercie Laurent d'avoir mentionné donc, ce côté capitaliste du gain, qui est un côté que l'on oublie très souvent parce que c'est maquillé comme ça par les bons sentiments antiracistes, etc., humanistes. Et la question qui s'est posée donc, pour son film, qui était le premier grand film, donc film à grand budget avec une distribution presque exclusivement noire, qui a eu un très grand succès en salle, un très grand succès critique et qui a été absolument rejeté par les Noirs de France, les Noirs en France. Et la question, ce n'était pas est-ce qu'elle était habilitée en tant que femme noire, voilà, femme blanche, excusez-moi, vivant étant voilà, une bourgeoise comme ça pour poser ses corps. Et pour moi, la question n'était pas dans l'auteur, mais j'ai trouvé la réponse dans la promotion du film, où plusieurs fois, Céline Sciamma disait, donc voilà, moi j'ai fait ce film sur ces corps qui me passionnaient, j'ai fait ce film sans recherche, en suivant comme ça mon feeling. J'ai approché ces corps, ces espaces, donc les corps féminins noirs, les espaces de banlieue comme des pages blanches, que je remplissais grâce à ma liberté d'artiste. Et on le sait, le corps noir en Occident n'est pas une page blanche, c'est un corps extrêmement chargé de représentations dont nous parlons depuis près de 2 heures. La banlieue n'est pas un espace n'est pas une page blanche, c'est l'espace du 20h. Donc d'approcher, et donc pour moi la question, est-ce qu'un artiste blanc peut parler d'un corps non blanc, ce n'est pas tant une question de race qu'une question d'approche. Et c'est ce qu'on voit avec les 2 tableaux du Whitney, où aux États-Unis, on a cette tradition comme ça de monstration du corps noir mort ou de monstration du corps noir souffrant qu'on a vu avec les lynchages, etc., avec le corps de Michael Brown qui a été donc cet adolescent dont la mort a déclenché les émeutes de Ferguson et qui est resté 3 heures après sa mort étendu sur le bitume. Et donc il y a un réflexe voilà, de protection contre je ne dirais pas les charognards, mais l'exploitation capitaliste qui va être faite de cette souffrance, et souvent qui ne bénéficie pas, dont les recettes ne bénéficient pas à des artistes noirs. Laurent, vous vouliez réagir, je vous ai vu, sur l'affaire Kanata. Oui, sur l'affaire Kanata, Lepage et un peu plus que ça derrière. C'est-à-dire que sur cette affaire, donc c'est la troupe d'Ariane Mnouchkine qui était en un sens prêtée, mise à disposition à Robert Lepage, ce qui est assez unique dans l'histoire du Théâtre du Soleil que dirige Mnouchkine. Et donc ça, c'est un paramètre qui fait que cette troupe qui est très internationale, c'est la troupe d'acteurs et d'actrices avec laquelle Lepage devait travailler. C'est-à-dire qu'il n'embauchait, il n'y avait pas une distribution, il n'embauchait personne d'autre. Le problème ne s'est pas tant passé sur la question du dialogue avec les communautés autochtones du Canada, parce que ce dialogue a eu lieu. Le problème s'est posé justement sur l'embauche. Sur pourquoi aucun technicien, pourquoi aucun acteur autochtone pour parler d'une pièce qui à l'origine devait faire, c'était une grande fresque comme fait souvent Lepage, donc au moins 8 heures, etc. Pourquoi dans ces 8 heures de spectacle n'y a-t-il pas une place? Bon. Donc, le débat a été un peu déplacé sur la question de la communauté. Et ensuite, il est devenu beaucoup plus en rapport avec ce qu'on vient de voir. Mais ce qu'il faut, c'est-à-dire l'idée que si on n'est pas quelque chose soi-même, ce quelque chose pouvant peut-être n'être pas ce qu'on est, mais si on n'est pas quelque chose soi-même, alors on ne peut pas en parler, ou on ne peut pas le jouer, ou on ne peut pas le représenter. Aujourd'hui, vous avez assez régulièrement, c'est arrivé par exemple à l'actrice Scarlett Johansson, des appels à ne pas jouer. Donc c'est une actrice qui devait jouer une personne transgenre, grand appel électronique pour dire une personne non transgenre ne peut pas jouer une personne transgenre. Quand des acteurs noirs britanniques jouent dans des superproductions ou dans des grands films, pas forcément que des superproductions américains, il s'est élevé plusieurs voix dans les 2-3 dernières années pour dire, par exemple Samuel Jackson, l'acteur noir, pour dire l'expérience afro-américaine ne peut pas être présentée au cinéma par des noirs britanniques.
car ils ne partagent pas cette expérience. Et donc vous voyez qu'ici, on n'est plus dans une question seulement telle qu'elle a été encadrée dans une grande partie de notre discussion, mais on va avoir une fragmentation. Aujourd'hui, la logique qui est à l'œuvre est d'une fragmentation où les questions d'opposition classique ou de domination classique, domination sexuelle, domination ou genrée comme vous voulez, domination raciale, vont être une partie de tout ce qui va se passer, qui est un grand conflit des identités proliférantes, avec de nouvelles identités qui vont apparaître et qui vont, pour des raisons bonnes ou mauvaises, se présenter comme étant le processus d'un grand circuit de domination. Et à partir de là, on arrive vers une idée que les questions artistiques, mais pas seulement artistiques, les questions politiques et conceptuelles, doivent consister en des individus qui expriment ce qu'ils sont, sachant que ce qu'ils sont est déjà prédéterminé. Donc en un sens, même si nous avons des grandes différences entre nous quatre, en un sens, le pire est à venir, c'est-à-dire que ce que nous représentons ici à quatre ne correspond pas à ce qui va venir, 14 ans des États-Unis pour moi, hein, à ce qui va venir assez vite, qui est une fragmentation identitaire où les questions de race ne seront qu'une des questions parmi d'autres et où on aura un rappel à l'ordre général. Oui, si vous voulez réagir, parce que c'est on peut déborder un petit peu parce qu'il n'y a pas de débat derrière. C'est moi qui ai décidé. Hein. Donc, Norman, par rapport à ça, parce que c'est assez déprimant ce que nous raconte peut-être votre voisin de gauche. Oui, moi j'ai 2 mois d'États-Unis, donc je ne sais pas encore comment ça se passe. 2 mois, 14 ans, c'est vrai, mais vous êtes plus jeune. Oui, je suis beaucoup plus jeune. Non, je plaise, non, c'est parce qu'il est senior. Bon. Dans les rangs universitaires, oui, au sens universitaire, oui, c'est ça, c'est mon supérieur hiérarchique, voilà. Et non, je disais que c'était une occasion manquée, ce dont on a parlé sur cette histoire d'autochtone. Il faudrait l'étudier empiriquement, quoi, malheureusement. Je pense que c'est intéressant, parce que malgré tout, comment dire, on peut évidemment interpréter cette demande d'embaucher des techniciens autochtones, etc., comme une exigence de rappel à l'ordre identitaire, etc. Mais on peut aussi se poser la question du taux de chômage dans ces populations. Pourquoi est-ce qu'ils sont là à râler pour du boulot? Pourquoi est-ce qu'ils sont là à dire mais c'est quand même scandaleux qu'on parle de nous et qu'on n'a pas accès au petit capital que tout ça va générer alors que nous on crève la dalle? C'est quand même ça c'est quand même un problème. Et le débat se déroule sur exclusivement le plan de ce qui se passe sur scène et non pas sur la détresse qui rend possible et qui est la condition de possibilité de ce type de conflit. Et c'est une question qui est fondamentalement une question sociale, une question de répartition des richesses, une question de violence sociale et politique que ces populations vivent. Revenons à ces questions-là, et je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de savoir si la pièce aura vraiment lieu. La question, c'est est-ce qu'il y aura quelque chose dans l'assiette de ces types ? Mais vous savez très bien quand même que le droit de création, la liberté de l'artiste, du créateur, est quand même une notion très importante. Enfin, peut-être pas pour vous, je ne sais pas. Ouais, pour moi, pas du tout. Pour vous, tout à l'heure, Isabelle disait qu'elle était pour des œuvres d'art sans des textes qui les précèdent sur le racisme, le capitalisme, etc. Moi, je suis pour des textes sur le racisme et le capitalisme sans œuvre. Sans œuvre. Ouais. Sans œuvre d'art. Mais... Oui. Destruction de l'espace symbolique. J'en ai parlé beaucoup. C'est quand même aussi l'appropriation culturelle, la liberté d'expression. Oui, non mais... J'en ai parlé. Vous remarquez que j'en ai parlé. Non mais justement, si vous voyez la question quand même, c'est est-ce que la liberté d'expression du créateur est menacée, hein, c'est ça. Mine de rien, on parle beaucoup de ça depuis le début, et on peut en déduire le réponse de chacun. J'ai l'impression, la liberté d'expression du créateur, pour vous, Norman, c'est pas très important. J'y suis favorable, comme vous l'avez vu, je n'ai jamais dit qu'il fallait interdire quoi que ce soit. Je dis que c'est une bonne chose que le conflit ait lieu et que, comme par exemple c'était le cas à Hatt, les choses puissent se dérouler. C'est-à-dire que personne n'a interdit la chose, mais l'UNESCO s'est saisi de la chose et a pris la décision à délibérer sur le caractère enviable ou pas de cette manifestation. Okay. Je suis favorable à ça. Je suis favorable à ce qu'on puisse faire une prise de décision avec des éléments et avec des argumentations au cas par cas. C'est pour ça que je suis. C'est
c'est absolument pour ça que je suis. Je suis pour que la raison prévale sur notre jouissance à regarder des œuvres. Très bien, je pense que c'était clair en 2 fois. Bon, les questions sont pour vous maintenant, donc je n'y vois pas très bien. Est-ce que des micros sont pas loin? Ah. Allez-y, essayez de poser des questions assez courtes pour qu'on en puisse en avoir plusieurs. Je vais commencer par 2 citations. Ah non! Non, mais très Vous êtes courtes. dur, vous, là. Très courtes. Très courtes, et c'est important. Dans un livre, celui d'Ouria Boutelja, il est écrit que les Juifs sont les meilleurs fourriers de la domination blanche. Il est aussi écrit que si une femme issue d'une communauté opprimée est agressée par un membre d'une communauté opprimée, il faut qu'elle évite de faire appel à la justice blanche. Et comme il ne faut pas d'attaque ad nominem, et qu'elle n'a pas été traînée en justice pour ce livre, Norman a dit « mais faut arrêter d'attaquer Ouria Boutelja ». Je crois que c'est très intéressant parce que les modérés, les philosophes, les hommes de culture qui posent des débats de fond refusent systématiquement de condamner ceux qui sont d'extrême droite, alors que ce soit une extrême droite noire, arabe, jaune ou verte, peu importe. La deuxième chose, ce n'est pas, c'est pas le sujet de ce panel, monsieur. Bon, écoutez, je sais que vous êtes pour la liberté d'expression et que c'est pas vous qui organisez le débat. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a une offensive généralisée de plein de groupes divers pour réintroduire en France le délit de blasphème. Il ne faut pas caricaturer Mahomet, il ne faut pas, comme quand Jean-Michel Ribes a mis en scène une pièce dans laquelle il se moquait méchamment de Jésus. Il y a eu une veillée de prière. Non, j'ai compris. Attendez, je vais finir. Et comme ça, si chaque groupe culturel... Oui, il faut que vous écoutiez bien parce que tout le monde n'achète pas Rivarol chaque mois, Bon, donc il faut entendre le monsieur. Ah voilà, non, voilà, parce que je ne suis pas d'accord avec vous, je suis un fasciste. Voilà. Merci. Merci. Merci de votre tolérance. Ce que j'aimerais, c'est que les je voudrais finir. Non, j'ai compris, mais monsieur. Attendez, je finis. Ce sont des questions qui doivent être posées. Oui, d'une phrase. Si on admet que chaque groupe a droit d'interdire qu'on se moque méchamment et qu'on tourne en ridicule ou qu'on parle des problèmes qui sont les siens, eh bien, nous aurons une culture aussi florissante que celle de feu l'Union soviétique, et ça n'est pas mon idéal. On a compris. Juste, si vous pouvez, les suivants, poser des questions. Et des questions courtes. Merci. Bon, moi, je ne suis pas sûre que ce soit une question, mais ce que je voudrais dire... Je suis sûre que ce ne sera pas une question. Mais ce que je voudrais On n'entend dire, rien. Ce que je voudrais dire, c'est que... Je trouve quand même que le texte, il est drôlement important. Votre introduction sur la condition faite aux minorités et aux Noirs en particulier, elle est drôlement importante et c'est vrai que tout est à faire dans ce domaine. Mais en quoi l'art et certaines formes de liberté dans l'art contribuent, participent ou ne participent pas à ce travail. Je trouve, par exemple, je me souviens de la polémique qu'il y avait eu sur le film de Vajda, il y a une trentaine d'années, Korczak. Je suis athée, parfaitement athée, complètement athée, c'est pas parfait, mais complètement, oui. Ce film dans lequel un catholique s'était autorisé à présenter sa version de la mort des enfants juifs dans les camps d'extermination. Ça a été un tollé. Je n'ai pas vu plus belle expression, plus belle œuvre artistique sur la mort des enfants juifs. Pourquoi est-ce que je ne peux pas... Pourquoi est-ce que... Parce que je ne suis pas noire, je ne peux pas oui, on a compris, souffrir. Voilà. Mais non, mais c'est une question intéressante. Hein. C'est est-ce que le combat que vous menez
qui est juste ce que dit Madame, en quoi ça empêcherait que chacun puisse représenter là, dans Madame, voilà. ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous avez vous avez ressenti le besoin de nous dire 4 fois que vous étiez athée. Donc c'est l'identité que vous présentez au monde. Moi, je pense, comme vous dites, vous n'êtes pas noir. Vous pouvez travailler sur l'esclavage. Nous avons besoin de ces voix plurielles. Ce que je dis, c'est qu'on a besoin d'avoir un débat de fond. Si vous produisez une œuvre et que je vous dis, j'ai un problème avec ça, c'est votre liberté de produire cette œuvre. C'est aussi la mienne de mettre le doigt sur le problème. Et la liberté d'expression, elle va dans les deux sens. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une levée de bouclier quand certaines personnes mettent le doigt sur ces problèmes. Que la liberté d'expression va dans un sens. Et ce qui est ironique, c'est qu'on vienne nous dire aujourd'hui qu'elle est menacée par ceux-là même qui disent que leur liberté est restreinte. Juste avant le débat... Il suffit de voir le volume de parole dans ce débat, déjà aussi un petit peu pour se faire une idée de la répartition. Je prends la parole parce que c'est très très difficile pour nous d'avoir. J'en discutais avec Michel. Il me semble Ok, que ok, c'est attendez. débat. C'est important. très Ouais, c'est difficile moi. pour nous. Attendez, c'est moi qui... Juste, s'il vous plaît. On me dit qu'il y a une question au balcon, mais on voit rien, on a des spots dans la tête. Bonjour Monsieur Ajari, je voudrais vous demander comment on aurait pu jouer les suppléantes à la Sorbonne tout en collant à la réalité et si on n'avait pas des volontaires de couleur noire ou égyptienne. Vous posez la question à la seule personne sur la scène qui n'a pas lu la pièce. Donc je ne sais pas comment on peut faire ça. Non, mais la question n'est pas sur la pièce. Elle Elle est sur la Non, pièce. mais non, vous elle avez- est sur les acteurs à Présentation. utiliser. Vous avez, Oui. on va dire, en quelque sorte, critiqué la réalisation. Vous Ah. avez parlé, oui, c'est pas, on ne veut pas de noir sur scène, en fait. Oui, on veut oui. présenter le noir Oui. sans l'avoir sur scène. Mais comment, en fait, on aurait pu présenter un noir sur scène si on n'avait pas de volontaire noir qui Mais ça a s'était été- proposé? c'est tout simplement, on n'est pas obligé de mettre en place de la noirceur dans ce cas-là. On Mais peut très bien faire, comment on peut très bien représenter cette, comment on peut cette coller pièce à la réalité, sans avoir mais- ce recours, sans En avoir ce fait, recours à la noirceur. qu'il ait choisi, s'il avait choisi de les représenter de manière blanche, il aurait aussi été accusé de racisme. Si vous voulez, Ah bon Sophisme de Ariane la pente Mouchkine savonneuse. avait choisi Non. des Mais- autochtones, si vous voulez, à un moment donné, c'est un système de monopole de l'antiracisme où il n'y a plus que des injonctions paradoxales. Donc Non. le débat est impossible et ça être produit noir de la n'est pas un violence. costume. Ça Être produit noir de la n'est pas un violence. costume. Je Il y a pense- d'autres manières de représenter le noir que de lui faire une chevelure de laine foncée et de leur teindre le visage. Aïssa Maïga l'a dit, noir n'est pas mon métier, Oui, noir n'est pas oui, un oui. costume. Aïssa Maïga qui dit exactement l'inverse de décoloniser Lazare, Alors. de telle sorte que quand un noir représente un noir, c'est raciste. Donc ça, c'est l'avis d'Aïssa Maïga. Et quand un noir ne représente pas un noir, c'est quand même raciste. Et ça, c'est l'avis de ceux avec qui il travaille, c'est-à-dire décoloniser les arts. Voilà. Absolument. C'est Très une bien. mosaïque. Alors, je propose, parce que je vois, non, je suis désolé, on me dit qu'il faut que j'arrête. Non, non. Exactement. Noire américaine. Noire américaine. Très bien. Noire américaine. Noire américaine. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La France a ouvert les bras à James Baldwin. Mon ami Julien Ciodo a écrit un très bon article qui S'il vous plaît, s'appelle s'il vous plaît. Ce que Baldwin nous apprend sur le racisme Merci. français. Je vous invite à le lire, monsieur. Merci, Mam. Baldwin. Oh, ça, j'adore, j'adore. Bon, je pense qu'il faut arrêter. S'il vous plaît. Attendez, monsieur, une seconde. Je vous rappelle qu'il y a des signatures à côté. 304, vous pouvez en plus continuer le dialogue avec nos invités. Merci à vous tous.